Alors, j'ai dit que on va faire la gestion des utilisateurs en utilisant deux protocoles de base qui fonctionnent sous l'environnement Unix ou Ubuntu, qui sont le NIS et le NFS. Alors, avec ces deux protocoles de base, il y a lieu de faire une gestion des utilisateurs et aussi une gestion des fichiers. Ce sont les deux caractéristiques de base de ces deux protocoles qu'on va les étudier, qui vont travailler sous un environnement Linux. Alors, le plan de ce chapitre, on va faire quelques introductions concernant le NIS, qui est Network Information System. On va voir son fonctionnement, comment créer des serveurs NIS, comment créer des clients NIS. Parce qu'on aura toujours le modèle client-serveur qui va intervenir avec ces protocoles de base. Parce qu'on s'est mis d'accord depuis le début de ce cours qu'on est toujours sur la couche application. Et puis, si je suis sur la couche application, je vais toujours utiliser ce modèle qui est le modèle client-serveur pour effectuer mes transactions ou mes protocoles. Alors, on va ensuite passer au NFS, les caractéristiques de ce protocole, comment l'utiliser, comment faire la gestion des fichiers avec ce protocole. Et là, on va voir que l'administration classique sous Windows n'est pas la même que l'administration sous Linux. On va voir quelques autorisations, quelques opérations qui sont tolérées sous Linux et qui ne sont pas tolérées sous Windows. Parce que, comme vous le savez, le système d'exploitation Linux, ou Ubuntu, comme vous voulez le nommer, c'est un système de fonctionnement, ou c'est un système d'exploitation qui est un système d'exploitation libre, en libre service, ou en anglais on l'appelle open source. C'est-à-dire que vous avez le code source et vous pouvez modifier ce que vous voulez en matière de code de ce système d'exploitation. Mais par contre, si vous êtes sur un Windows, vous ne pouvez pas modifier autant sur votre système d'exploitation. C'est pour cela que vous allez avoir beaucoup de liberté en matière de Linux par rapport à Windows. Alors, commençons déjà avec le NIS, qui est Network Information System. Déjà, depuis son nom, ou son nom déjà l'indique, c'est un système d'information réseau, c'est-à-dire qu'il va regrouper des informations concernant les utilisateurs du réseau. Il va essayer de les regrouper selon une façon bien déterminée, bien sûr, et il va essayer de les standardiser selon un modèle de base. Et si je parle d'information réseau, là, il y aura des adresses, des authentifications, des mots de passe, et là, on va essayer de les regrouper sous forme de standards, de les faire ou de les gestionner selon un modèle standard qui est notre NIS. Alors, il a été déjà créé par Sun, et Sun, c'est la société qui a créé Java, et elle a créé aussi les Yellow Pages. Yellow Pages, c'est un principe qui est sur Internet actuellement, c'est le partage 2.0 actuellement, et Yellow Pages, c'est partager le contenu sur un site Internet sans barrière, sans avoir à avoir des licences, et c'est le principe du partage, tout simplement. Yellow Pages, c'est les pages jaunes en français, et vous allez les trouver un peu partout sur Internet. Ce sont des sites qui vont vous offrir des services, qui vont vous offrir des cours, des documents d'une façon gratuite et libre. Alors, il est très largement utilisé surtout sur les systèmes Unix. Alors, son but essentiel ou son objectif essentiel, c'est d'avoir à gestionner les informations concernant les utilisateurs dans un réseau. Alors, si je vais faire la comparaison avec les systèmes Windows, je vais trouver en parallèle le protocole LDAP qui va intervenir. C'est comme si que je vais avoir le même sous Windows, c'est-à-dire LDAP et NIS.
NIS, c'est pour notre système Linux, et LDAP qui va nous créer par la suite Active Directory, qui est un système qu'on va le voir au chapitre 6. C'est un système de gestion des utilisateurs qui va regrouper ces deux protocoles NIS et NFS dans un seul mécanisme qui est Active Directory. C'est faire la gestion des utilisateurs et le partage des fichiers sur un seul protocole ou un seul concept, mais sous Windows. Et il va s'appuyer sur le protocole LDAP. Alors, si je suis sur Unix, je vais utiliser les deux protocoles NIS et NFS. Alors, j'ai dit que l'objectif de base, c'est de faire la simplification ou simplifier la gestion des comptes, des mots de passe, et selon un environnement qui est l'environnement du système d'exploitation Unix. Alors, deux mots sur Unix ou sur Ubuntu, c'est comme vous voulez, vous l'avez certainement déjà évoqué, c'est un système d'exploitation Open Access. Il va utiliser des commandes pour faire ses opérations. Il possède ses propres logiciels. Il est créé par les utilisateurs. Il n'est pas créé par une société en elle-même. Ce n'est pas comme Windows qui a été créé par Microsoft, mais ce sont les utilisateurs qui ont créé Unix. C'est pour concurrencer Windows et pour avoir une alternative non payante de Windows. C'est pour cela que les utilisateurs ont créé ce système d'exploitation. Et là, on va trouver plusieurs versions et plusieurs appellations. On peut l'appeler Unix, on peut appeler Linux et on peut l'appeler Ubuntu. Ce sont les trois variantes de ce système d'exploitation. Mais que ce soit avec l'un ou l'autre, on est sur un système Open Access où vous pouvez modifier ce que vous voulez dans votre système d'exploitation en matière de paramètres, en matière de commandes et en matière de logiciels. Si vous allez par exemple avoir sous Windows Microsoft Office, pour faire vos gestions de texte par exemple, vous allez avoir Microsoft Word. Selon Linux, vous allez avoir le LibreOffice. C'est le même, mais c'est un logiciel qui va avoir les mêmes fonctionnalités que Windows Word ou Microsoft Office Word, mais vous allez avoir une utilisation libre, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de droits pour utiliser ce logiciel. Alors, la création des serveurs NIS doit se faire d'une façon à instaurer des commandes, c'est-à-dire si je suis sur Unix, certainement je vais avoir à écrire beaucoup de commandes qu'on va les présenter par la suite, et aussi pour la création des utilisateurs et pour la gestion de ces utilisateurs avec leur nom, on va s'appuyer sur un système qu'on l'appellera par la suite le système de cartes ou le système Maps. On va le détailler par la suite. Alors, essentiellement, c'est gérer des comptes d'utilisateurs. Et le compte utilisateur, c'est comme par exemple, vous êtes sur votre boîte mail. Et là, un ensemble d'utilisateurs, comme Gmail par exemple, il va s'appuyer sur un principe de faire la gestion de ces comptes d'utilisateurs, c'est-à-dire enregistrer leur identifiant, gérer leur contenu et aussi faire des services pour ou répondre aux besoins de ces utilisateurs. C'est le principe de base, même avec les serveurs de boîte mail. Pardon. Même avec les services de boîte mail, vous allez s'appuyer sur ce principe. Certainement, il y a des services qui vont utiliser Windows et il y a d'autres qui vont utiliser Linux. C'est la seule différence. Si je vais utiliser Windows, je vais passer directement vers Active Directory. Et si je vais utiliser Linux, je vais m'appuyer sur NIS et NFS. Alors, l'administration ici sera aussi centralisée, c'est-à-dire que je vais avoir un serveur qui va regrouper un ensemble d'utilisateurs, réseau, et qui va stocker leur identifiant. Si on va se focaliser uniquement sur le stockage des identifiants, ça veut dire que le serveur va avoir la possibilité
de stocker les identifiants, par exemple le nom d'utilisateur et le mot de passe, et effectuer la façon dont on va accéder à votre compte. Par exemple, si vous êtes sur Gmail, par exemple, vous allez premièrement introduire votre nom d'utilisateur. Si vous voulez accéder à votre boîte mail, vous allez avoir une double authentification. La première des choses, c'est introduire votre nom d'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va faire Gmail? Il va prendre ce nom d'utilisateur, il va parcourir son arbre. Et s'il va trouver que ce nom d'utilisateur existe dans sa base de données, il va t'allouer pour aller vers la deuxième étape qui est l'étape de donner le mot de passe. Si vous allez introduire un nom d'utilisateur qui n'existe pas dans la base de données, alors là, Gmail va directement vous stopper à la première étape en vous disant que le nom d'utilisateur que vous avez fourni n'existe pas dans la base de données. Et c'est pour cela qu'on est sur la gestion. On va vous bloquer dans cette étape pour faire la gestion de compte d'utilisateur et ne pas aller vers des étapes qui ne sont pas très performantes en matière de réseau. Parce que à l'époque, il y avait une authentification avec nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous vous souvenez bien, il y avait lieu, si vous allez introduire ou aller vers votre boîte mail, vous allez directement avoir les deux cases en même temps. Mais actuellement, on a changé de politique en disant qu'on va gagner une étape. Si le nom d'utilisateur existe sur la base de données, je vais aller directement vers le couplage entre le mot de passe et le nom d'utilisateur. Et si le nom d'utilisateur n'existe pas sur ma base de données, je vais directement bloquer l'utilisateur à cette étape en disant que le mot de passe ou le nom d'utilisateur que vous avez fourni n'existe pas sur la base de données. C'est la façon de faire la gestion des comptes des utilisateurs et elle sera toujours centralisée parce que c'est le serveur qui va prendre la décision d'allouer l'accès à un utilisateur par rapport à un autre. Alors, notre fonctionnement de base, c'est que vous avez des clients un peu éparpillés qui vont se connecter à ce serveur NIS. Certainement, ils vont passer par une étape préliminaire, c'est la création des comptes. Ils vont créer des comptes chez un serveur NIS. Une fois créé le compte, on doit fournir, bien sûr, deux informations principales qui sont le nom d'utilisateur ou le login et le mot de passe. Deux informations essentielles lorsque on va avoir la création d'un compte et vous le faites souvent lorsque vous allez créer votre compte sur un réseau social ou bien sur une boîte mail ou un serveur de messagerie. Vous allez introduire votre nom d'utilisateur et mot de passe qui sont qui est la façon la plus utilisée lorsqu'on parle de création de compte, malgré que ce n'est pas la façon la plus efficace, mais c'est la façon la plus utilisée dans le monde pour effectuer un accès sur un compte. Alors déjà, si vous allez créer ce compte-là, vous allez certainement retenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans votre tête ou bien l'écrire sur un support afin d'introduire ces deux informations lorsque vous voulez accéder à votre compte. Et là, on risque de les oublier, c'est l'inconvénient de l'utilisation des noms d'utilisateurs et de mots de passe, c'est le risque de les oublier à chaque fois. Et si vous allez les oublier, on va vous donner des alternatives pour récupérer ces comptes. Et toujours sur Internet, par exemple, vous allez avoir une boîte mail pour récupérer le mot de passe ou une question secrète pour récupérer votre nom d'utilisateur ou bien votre mot de passe. Et c'est très débile en matière de sécurité réseau, c'est très débile si je vais utiliser ces principes parce qu'ils ne sont pas efficaces. Mais bon, le client, lorsqu'il va créer son compte, il va certainement fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le serveur, il va les stocker et il va les stocker selon une map, c'est-à-dire selon une carte, on l'appelle une map binaire ou bien une carte binaire.
Et cette carte binaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va classer ces noms d'utilisateurs, ces mots de passe, selon une structure bien détaillée ou bien définie. Par exemple, je vais stocker sur mon serveur NIS tous les noms d'utilisateurs par ordre alphabétique, en disant que je vais classer ceux qui vont commencer par le A sur une rubrique, ceux qui vont commencer par le B, et ainsi de suite. Et je vais avoir aussi les mots de passe correspondants sur une autre case. Et là, j'ai construit ma carte binaire ou ma map binaire en disant que le nom d'utilisateur possède le mot de passe qui est sur la deuxième case. La création de map n'est pas soumise à aucune règle, c'est-à-dire c'est à l'utilisateur ou au créateur du serveur NIS qui va nous donner notre façon de créer les maps binaires selon une fonction bien déterminée. Alors, prenons un exemple. Vous avez par exemple à créer ces maps selon ces fonctionnalités. Je vais par exemple créer un nom d'utilisateur. Je vais lui associer par exemple ce mot de passe en disant que je vais avoir ce mot de passe qui va être associé à ma boîte mail. Alors, je vais avoir ce mot de passe. Bien sûr, ça, c'est la commande à utiliser. C'est la commande à utiliser lorsque je suis sur Unix. Je vais utiliser cette commande-là. Et certainement, vous allez remarquer que n'importe quelle fonction sous NIS va commencer avec deux lettres qui sont YP. Et YP, c'est pour faire référence à Yellow Pages. C'est le principe des pages jaunes qu'on a discuté tout à l'heure. Vous avez Yellow Pages en disant que je suis sur le principe des pages jaunes ou je suis sur le principe open source de Unix. Alors, cette fonction-là ou ces commandes-là vont me permettre de créer ma map. Et là, vous allez avoir un identifiant. Et cet identifiant va représenter déjà l'heure de création. Par exemple, c'est l'heure de création et un identifiant concernant le numéro de la case de stockage. Et puis, vous allez avoir la map utilisée. C'est-à-dire, je vais avoir le nom d'utilisateur, qui est par exemple mon nom, point ma boîte, c'est le nom de la boîte mail par exemple, j'ai le nom d'utilisateur qui appartient par exemple à Gmail, et je vais avoir une extension localisée. .dz, je suis sur une extension localisée en disant que je suis par exemple sur la zone géographique de l'Algérie. Et là, j'ai construit ma map en disant que je vais avoir des identifiants concernant d'une façon hiérarchique, c'est-à-dire le nom d'utilisateur vient de la boîte et la boîte vient de cet emplacement géographique. Et vous allez avoir énormément de boîtes qui sont, ou des comptes d'utilisateurs qui sont regroupés de cette façon. De la même façon, on va créer des noms d'utilisateurs, on va créer le couple des mots de passe. Et là, vous allez avoir les mots de passe qui seront stockés par rapport au nom d'utilisateur. Vous allez utiliser aussi cette commande qui est YP4 password. Et là, vous allez introduire le mot de passe qui est considéré comme le couple du nom. Et vous allez aussi avoir le chemin complet de l'utilisateur dans la base de données. Ça, c'est le mot de passe associé au compte, par exemple. Et ce mot de passe-là sera associé à ce nom d'utilisateur. Et aussi, vous allez avoir toutes les informations concernant ce compte qui seront stockées dans ce fichier ou dans ce chemin-là. Ce chemin va contenir tout ce qui est en rapport avec le compte utilisateur qui a été créé selon le nom d'utilisateur et le mot de passe. Certainement, vous allez constater qu'il y a une certaine hiérarchie, il y a une certaine philosophie à suivre selon le stockage des noms d'utilisateurs et des mots de passe.
Si je vais faire l'accès ou si je veux accéder à mon nom, je vais accéder à ma propre boîte mail, je dois en premier lieu introduire déjà mon nom d'utilisateur. Il doit être correct déjà. Et si je vais l'introduire d'une façon correcte, déjà le serveur NIS, il va me le vérifier en disant que tiens, tu es sur cette boîte-là et tu as ton nom d'utilisateur qui correspond à ce qu'on a dans la base de données. Alors, une fois que tu as introduit le nom d'utilisateur, on va passer à la deuxième étape qui est l'étape du mot de passe. Et là, le mot de passe doit correspondre au nom d'utilisateur que vous avez déjà introduit. Sinon, on ne va pas vous permettre d'accéder à votre compte utilisateur sur le réseau. Alors, si on va introduire ce mot de passe, on va dire que ce mot de passe va correspondre à ce que j'ai fait en matière de couplage, c'est-à-dire nom d'utilisateur et mot de passe correspond à ce que j'ai en matière de couplage nom d'utilisateur, mot de passe. Et bien sûr, si je vais coupler ces deux, je dois les avoir ou je dois avoir le chemin d'accès sur les informations de ce compte. C'est-à-dire que je vais accéder à chaque fois à mon fichier qui est stocké sur la base de données pour vérifier est-ce que le nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai introduit sont corrects et ils correspondent l'un par rapport à l'autre. Si je ne vais pas introduire les bons noms d'utilisateur et le bon mot de passe, certainement je ne vais pas avoir accès à mon compte et là je vais pouvoir faire des alternatives, soit j'ai oublié le mot de passe et on va vous proposer des alternatives en disant que vous avez votre boîte mail, on va vous envoyer un lien sur la boîte mail, ou bien on va vous envoyer un code sur votre téléphone, ou quoi autre. Et c'est pour vous indiquer qu'on est sur une fonction qui va nous récupérer ce nom d'utilisateur ou bien ce mot de passe qui a été oublié. Sinon, on n'aura pas accès à notre compte d'une façon ou d'une autre. Alors, ces maps sont en général de cette façon. Vous allez les avoir où les utilisateurs vont être regroupés de cette façon. C'est comme si que vous allez avoir des correspondances entre les utilisateurs sous forme d'une carte et vous allez avoir ces identifiants qui seront en général stockés sur une base de données d'une façon à suivre une carte binaire selon la définition qu'on l'a déjà évoquée. Alors, les commandes utilisées, on aura plusieurs. Et j'ai dit qu'à chaque fois, ils vont commencer avec le YP. Vous avez par exemple YP Server, c'est pour répondre aux requêtes des clients. Vous avez YP Bint, c'est si lui-même un client NIS, c'est qu'il va vérifier est-ce que vous êtes un client NIS ou pas. Vous avez aussi des commandes qui concernent le serveur. Et YP Server ou YPXFRD, c'est pour répondre aux demandes des mises à jour. Et là, vous avez énormément de commandes. Vous pouvez faire des recherches sur les commandes utilisées sur les serveurs NIS. Et là, on va rentrer sur un système Unix qui va utiliser des commandes et un invité de commandes, bien sûr, pour insérer ces fonctionnalités et insérer toutes ces commandes et avoir les opérations à effectuer. Alors certainement, si je suis sur ou l'étape qui vient après, c'est l'installation d'un serveur maître. Oui, on va finir avec cette section parce qu'il ne reste pas autant de temps sur cette réunion. Alors, l'installation du serveur maître NIS va passer par 4 étapes. Premièrement, on va installer des packages du service NIS, c'est-à-dire les fichiers de définition. On va ensuite définir le nom du domaine de notre serveur. Après, on va créer la map. Et la map, c'est-à-dire
qu'on va la créer selon une hiérarchie, selon une philosophie, comment je vais stocker les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Et puis, on va démarrer et arrêter le serveur NIS. Ce sont les procédures de démarrage et l'arrêt de notre serveur NIS. Alors, l'installation va passer par ces commandes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des commandes, mais vous pouvez les lire et faire des recherches sur ces commandes. Ça, c'est l'installation des packages sur le serveur. Vous allez avoir toutes ces commandes. Alors, ensuite, vous allez créer votre map. Et si on va créer notre map, on va définir la façon de créer ces maps, c'est-à-dire comment je vais stocker les mots de passe, comment je vais faire le stockage des mots de passe, sur quelle philosophie. Est-ce que je vais, par exemple, prendre les noms d'utilisateurs par ordre alphabétique? Je vais les prendre, par exemple, par région. Je vais les prendre par adresse IP, selon une philosophie à déterminer dans la création de ces maps. Après, on va avoir 4 étapes. Alors, la première, c'est l'installation. Puis, le nom du domaine, c'est très important parce que les utilisateurs vont appartenir à un nom de domaine. C'est comme si que vous êtes sur google.com. Alors, votre boîte mail sera utilisateur1.google.com. C'est pour définir une façon de faire les choses où un nom de domaine a certainement accédé. C'est très important le nom du domaine, sinon vous n'aurez pas accès à votre service. Et puis on va créer la map selon la philosophie choisie. Et après, on va avoir certainement à démarrer notre service de la façon suivante ou bien de le stopper carrément. Alors, à la prochaine séance, on va démarrer d'ici. C'est l'installation des clients NIS. Et ça va prendre les mêmes étapes, presque, à quelques différences près. Et maintenant, je vais m'arrêter ici et vous laisser la parole si vous avez des questions sur ce qu'on a énoncé. D'abord, est-ce que c'est clair ce qu'on a déjà fait? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Pour tout le monde, est-ce que vous avez des questions? Alors, pour résumer ce que j'ai dit depuis le début, c'est que NIS, c'est un protocole de gestion des utilisateurs qui va s'appuyer sur un système Linux, qui va utiliser des commandes pour effectuer des opérations. Les opérations de base, ce sont la gestion des utilisateurs, la gestion des comptes d'utilisateurs, et on a pris l'exemple des boîtes mail. Avec cette gestion, l'utilisateur est ramené de créer un compte et ce compte sera caractérisé par un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le serveur NIS, il va reprendre ces noms d'utilisateurs et ce mot de passe, il va les créer sous forme d'une carte qu'on appelle les maps. Et ces maps vont être créées selon une philosophie bien déterminée pour faire la gestion des accès, la gestion d'accès de ces utilisateurs sur leur compte. Alors, ces maps vont suivre une philosophie bien déterminée. Le protocole NIS, il va travailler sur le modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'on aura le serveur qui est le maître et les clients qui sont des esclaves. La création des serveurs maîtres va passer par 4 étapes.
la définition des packages ou l'installation des packages NIS, la définition du nom de domaine, la création des maps et le démarrage du service NIS. C'est en résumé ce qu'on a fait jusqu'à présent. Est-ce que vous avez des questions?